Bonjour à tous, merci d'être restés avec nous. Nous allons recommencer dès le début pour ceux qui ne peuvent pas voir le webinaire aujourd'hui, alors que nous avons donc un enregistrement qui sera téléchargé sur notre site internet. Voilà, bonjour, bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui à propos des forêts, des inondations, des changements climatiques le long de Wallastock. Nous voulons utiliser ce webinaire comme une conversation générale avec la science climatique que notre équipe de chercheurs a proposé. Nous avons d'autres webinaires qui sont disponibles que vous pouvez aller voir, visionner, et nous vous mettrons des liens pour cela dans la boîte de clavardage. Mais nous voudrions plutôt avoir une conversation générale en ce qui concerne le paysage en lui-même, le plus grand paysage. Donc je pense que Interprefy va bien fonctionner. Vous avez le code d'interprétation qui est ici. Et encore une fois, nous voudrions faire la reconnaissance des terres, que l'université du Nouveau-Brunswick se trouve sur les terres non cédées et non restituées du peuple Wolastoqi, que ce territoire est couvert par les traités de paix et d'amitié que les Wolastoqiviks ont signé pour la première fois avec la couronne britannique en 1725. Ces traités ne portaient pas sur les cessions des terres et des ressources, mais reconnaissaient en fait le titre des Wolastoqi et établissaient les règles de ce qui devait être une relation permanente entre les nations. Le webinaire d'aujourd'hui parle principalement et les études sont à propos du Wallastock. Le Wallastock est la ligne de vie des peuples Mi'kmaq, Wolastoqiyik, Passamaquoddy et Abenaki depuis très longtemps. Nous espérons que cette présentation vous aidera à en prendre davantage sur la science du Wallastock, tout en sachant que nous avons toujours beaucoup à apprendre sur le plan culturel et spirituel pour mieux comprendre et apprécier donc le Wallastock. Alors, je pense que nous étions arrêtés ici. Je m'appelle Tim Turif. J'ai eu mon diplôme à l'Université de l'Ontario pour les loisirs et le plein air. Je suis maintenant un programme master à UNB avec mes deux autres présentateurs. Et l'année prochaine, je vais aller au Royaume-Uni à l'Université de Galles, du Pays de Galles, pour continuer mes études. Voilà, je repasse la parole à Max Lipa maintenant. Bonjour, je m'appelle Max Lipa. Je suis aussi un diplôme master quant à la gestion de la biologie ainsi que de la conversation. Et l'interprète s'excuse, mais le son est vraiment, vraiment mauvais. Et l'année prochaine, je continuerai mes études en ce qui concerne la foresterie. Alors oui, bonjour à tous, je m'appelle Linus et comme donc Tim, nous sommes tous dans le même programme à l'université du Nouveau-Brunswick. Je viens de Chicago, mais j'ai fait aussi mes diplômes supérieurs à l'université de Toronto, et donc j'ai aussi donc un diplôme en sciences de l'environnement, et donc je continue à faire un diplôme master de sciences vraiment en se concentrant sur les forêts. Nous allons parler des recherches qui ont été faites dans le bassin supérieur du Wolastoq. Nous allons donc parler de cette vidéo, mais ce sera plus ou moins la même chose. Mais tout d'abord, je voulais vous présenter les trois chercheurs il me semble que deux sont déjà présents, Monsieur Charles Bourque, mais qui sont là aussi pour répondre à nos questions. Donc en commençant avec le docteur Charles Bourque, qui est responsable de la recherche sur ce projet, et il est donc professeur à l'Université du Nouveau-Brunswick, et donc son travail est centré sur l'intersection entre la foresterie et l'hydrologie. Nous avons aussi le docteur Jeunji, qui travaille en ce moment à l'Université du Maryland et qui est focalisé sur l'hydrologie et la météorologie, et qui a aidé à adapter le SWAT et à développer un système d'aide à la décision pour les gestionnaires des terres et des bassins versants, pour aider à nos gestionnaires donc de bassins versants. Et nous avons aussi le docteur Ahmed Chalabi, qui est associé avec l'Université de Nouveau-Brunswick. Il a travaillé sur la modélisation climatique de cette recherche. Voilà, maintenant je vais reprendre les rênes de la présentation. Alors,
Commençons d'abord avec la recherche dans le bassin du Vostok supérieur. Et qu'en était-il? Et comment cela peut nous aider à préparer avec le changement climatique dans notre région? Avant de commencer, si quelqu'un veut peut-être obtenir recherches très techniques, le rapport très technique qui a été fait sur les recherches menées, eh bien passez-nous un courriel après le webinaire ou remplacez le formulaire de commentaires que nous vous enverrons ensuite avec la version plus détaillée. Alors, cette recherche était motivée principalement par l'inondation de 2008, mais alors que nous avions constaté une augmentation des inondations importantes alors que le climat continue de se réchauffer. Et donc, pour ceux qui ne sont pas au courant de cette inondation dans le Nouveau-Brunswick, ça a été vraiment quelque chose de très important. Beaucoup d'endroits de Fredericton jusqu'au sud ont été vraiment inondés pendant plusieurs jours. Il y a eu beaucoup de dommages et donc nous apercevons qu'il y a de plus en plus d'inondations dans l'histoire moderne. Il y avait une longue intervalle entre ces deux inondations, entre 1973 et 2008, mais maintenant nous voyons de plus en plus d'inondations graves et plus fréquentes. Donc l'équipe de recherche de l'Université de Nouveau-Brunswick mène une étude hydrologique dans le bassin supérieur afin de déterminer dans quelle mesure ce changement est causé par l'évolution du climat et si nos pratiques de gestion des terres ont un impact et ce que nous pouvons faire pour réduire les impacts négatifs et ainsi nous adapter aux impacts inévitables. Donc nous nous concentrons sur ce que nous faisons vraiment dans la gestion des terres qui peut contribuer à ces inondations, comment nous pouvons atténuer cela, comment nous pouvons nous adapter au changement climatique parce que c'est vraiment difficile de le faire au niveau individuel de donc s'occuper du changement climatique. Alors la recherche n'est pas encore terminée, mais il y a certaines tendances à l'échelle du bassin qui sont ressorties. Auparavant, les diapositives vous ont montré une étude donc sur. Vous voyez qu'il y a ça a été composé sous des bassins versants sous-jacents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous utilisons deux différents types de données pour pouvoir comprendre mieux la gestion que nous voulons y faire. Alors donc tous ces quatre bassins versants sous-jacents, eh bien, ont vu une augmentation de leur débit entre 2001 et 2018, et donc c'est l'augmentation des débits donc a augmenté, particulièrement avec les crues printanières ainsi que la fonte des neiges. Et donc nous avons donc observé une plus forte augmentation des débits, des hivers plus humides et des printemps plus chauds, ainsi qu'une augmentation du manteau neigeux, pardon. Donc en ce moment, nous avons donc un réchauffement climatique. Nous verrons probablement un changement vers des hivers dominés par la pluie dans les prochaines décennies, alors que l'air chaud et l'humidité est poussé vers le haut depuis le sud, et cela changera radicalement la dynamique d'écoulement du bassin fluvial, la fonte des neiges devenant moins importante. Et donc nous allons voir des différents changements avec des fontes de neige qui seront plus tôt dans la saison et qui changeront complètement ensuite. Le changement climatique n'est pas le seul facteur qui affecte la dynamique de l'écoulement dans le bassin de Vostok. La poursuite de la coupe à blanc des zones forestières et la conversion des développements agricoles ou urbains entraînent une diminution de la résistance à l'écoulement des eaux de surface et des eaux souterraines. Ça veut dire que davantage d'eau pénètre dans le Vostok à un rythme plus rapide, ce qui augmente les débits, les niveaux d'eau et les risques d'inondation, évidemment. Alors, concentrons-nous sur le rôle du changement climatique. L'évolution du climat joue un rôle important dans les dynamiques du débit de la rivière. Avec des températures plus élevées, les masses d'air se dilatent et ont une plus grande capacité à retenir la vapeur d'eau, ce qui entraîne des précipitations plus importantes et plus fréquentes. Nous avons aussi commencé à observer des taux élevés de ces événements extrêmes, les tempêtes, les vagues de chaleur, etc. à travers le Canada, avec une fréquence accrue, comme les incendies à Colombie-Britannique, les vagues de chaleur en Alberta, etc. Et puis localement, nous avons eu plus de blizzards depuis l'hiver dernier, comme nous ne l'avions pas vu auparavant. Et donc, encore une fois, comme nous l'avons mentionné précédemment, nous nous attendons à passer d'un système dominé par la neige à un système dominé par la pluie à mesure que le climat continue de se réchauffer. Et ça va changer évidemment le débit de la rivière. Le changement climatique est difficile à gérer au niveau individuel. Aussi, nos efforts individuels font la différence, mais nous nous appuierons en grande partie sur les prévisions du REG CM4, qui est le modèle climatique régional développé par
dans le cadre de cette recherche par le docteur Chalabi et nous utiliserons cela pour prévoir les effets et orienter les efforts de gestion. La lutte contre le changement climatique nécessitera des efforts considérables et coordonnés entre les nations, comme nous l'avons constaté pendant le sommet COP26. Et donc, c'est vraiment la meilleure façon. Le RGMCA4 est le modèle prédictif qui nous permettra de pouvoir prendre en compte 30 variables climatiques. Et c'est une prédiction à haute résolution. Et nous avons donc 5 km de résolution pour, en ce moment, qui a été ajusté pour le Canada maritime, paramétré, pardon, pour le Canada maritime. Ils en parleront davantage du REG CM4 dans quelques instants. Alors, nous avons donc parlé du changement climatique et maintenant nous pouvons parler du réveil de la médaille qui est les changements d'affectation des sols et les effets qu'ils ont eus sur les bassins supérieurs. Comme je l'ai dit, nous pouvons gérer ce genre de choses. Nous parlons de la perte de la couverture forestière et puis des bassins versants. Et puis nous avons évidemment aussi un pourcentage de manque de couverture forestière qui est vraiment parti. Et donc ce schéma varie en fonction de la topographie du bassin ainsi que de la présence de plans d'eau. Et donc nous avons des caractéristiques du sol, des types de surface, etc. Et puis la corrélation, le degré de corrélation, donc excusez-moi, entre les pourcentages de couverture forestière qui a été perdu et des bassins versants. En plus, l'intensité de cet impact change. Nous constatons la même augmentation des débits à partir de réductions de plus en plus faibles de la couverture forestière. Et les débits des crues printanières en particulier sont affectés par ce changement, comme nous l'avons constaté il y a quelques années. La fonte des neiges est plus rapide par ce changement et donc dans des zones dépourvues de couverture forestière et avec une végétation clairsemée dans les zones de coupe à blanc et donc un manque de végétation et donc qui amène au niveau de la quantité et de l'intensité. Et donc, il y a une augmentation de fonte des neiges, et donc il y a un ruissellement qui est plus rapide. Et donc, cela augmente en quantité et autant qu'en vitesse. Donc, ce double impact du changement et donc, il va y avoir, donc, encore une fois, des ruissellements dus à l'agriculture avec des fonds de neige qui sont importantes et donc qui va réduire la qualité de l'eau. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'hydrologie maintenant, avant de repasser la parole à Max pour une conversation quant à l'impact et les ressorties de cette étude. Donc, nous avons fait cela, nous nous sommes appuyés sur une recherche avec deux modèles hydrauliques, où nous avons SWAT et nous avons aussi donc le MAC R34 et nous avons pu calibrer ces deux modèles avec le bassin supérieur du Volostock et donc pour prédire les flux ainsi que les ruissellements sur ce bassin. Donc nous avons donc ces deux modèles qui ont pris en considération les caractéristiques uniques des sols et donc nous avons pris en considération le bassin, mais le SWAT est utilisé pour prédire la qualité de l'eau et les changements qui en résultent dans la qualité du sol et nous pouvons utiliser ces résultats pour extrapoler de nouveaux changements qui pourraient ressortir avec un mauvais flux de la rivière. Le docteur G travaille à l'intégration de SWAT dans un système à la décision destiné aux gestionnaires des terres afin de les aider à choisir les meilleures pratiques de gestion qui atténuent les effets du ruissellement et de la diminution de la qualité du montant en flux. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'atténuation, des outils pour l'atténuation et l'adaptation. Lorsqu'on parle de la crise climatique auquel nous faisons face, l'atténuation, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Il y a des industries telles l'électricité, le transport et d'autres qui génèrent des émissions de carbone qui sont nocives pour la planète. Il y a un impact associé à des températures plus élevées. Donc, nous devons comprendre l'adaptation que nous devons faire pour pouvoir s'adapter aux impacts du changement climatique. Ce n'est pas quelque chose que nous allons pouvoir contrer, nous devrons nous y adapter. Et il y a des possibilités quant à l'adaptation. Donc, les adaptations sont les sorties, par exemple, il faut être capable d'améliorer les résidences structurelles, des codes de construction, améliorer la planification régionale, encourager les pratiques agricoles respectueuses du climat et protéger et conserver des espaces naturels. En termes d'atténuation, comme j'ai dit auparavant, nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il existe des stratégies d'atténuation, telles utiliser moins d'énergie, donc de passage à utiliser aussi moins de transport ou de moins conduire la voiture, d'éteindre les lumières, d'utiliser tout ce qu'on peut pour pouvoir utiliser des outils moins énergivores ou un autre exemple, utiliser par exemple des panneaux solaires. Il existe des rabais pour pouvoir utiliser de sortir par exemple de la grille d'énergie. Il existe toutefois certaines controverses. Nous devons toutefois faire un passage à des ressources respectueuses de l'énergie et du climat en abandonnant des combustibles fossiles. Il y a aussi un qui peut être controversé, soit de manger moins de viande. Pourquoi? Parce que le bétail produit du CO2 et il y a aussi les émissions de méthane qui sont encore plus nocives que le CO2. Celle-ci capture. Il y a aussi de réduire les déchets alimentaires. Donc, toute la nourriture, pour tout ce qui est en fait, toutes les émissions qui sont générées pour la production alimentaire, une fois que la nourriture est envoyée, les déchets alimentaires sont envoyés dans des sites d'ordures, alors cela génère du CO2. Et enfin, nous devons repenser les habitudes d'achat et de voyage. Nous avons des petits commerces locaux qui peuvent nous fournir pour l'achat de nos biens ainsi que de nos aliments. Donc, l'achat local est à préférer. Et lorsqu'on pense, par exemple, à notre transport, alors on peut aussi utiliser des services de partage de covoiturage, par exemple. Maintenant, je vais passer à l'adaptation du régime climatique CM4. Bon, ça pourrait être un peu technique. Je n'irai pas vraiment dans tout l'aspect technique ici. Et si vous êtes intéressé à un rapport technique, on pourrait le voir sur notre site web, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir les résultats de ce modèle. Et les résultats du modèle peuvent être intéressants, car le modèle peut être utilisé pour prédire les résultats de 30 variables climatiques. Celui-ci a été calibré par des chercheurs de l'Université du Nouveau-Brunswick pour la région des Maritimes. Les résultats du modèle peuvent être utilisés par les instituts de changement climatique pour aider à influencer la prise de décision concernant un avenir rapproché. Les modèles peuvent être exécutés de nombreuses fois de différentes résolutions, ce qui permet d'obtenir une large gamme de valeurs. Cela peut nous donner ultimement, bien sûr, on ne peut
en tant qu'individu, si on n'a pas, par exemple, l'expertise technique et qu'on ne connaît pas tous les techniques, il faut vraiment se fier sur la vulgarisation scientifique qui est faite par les chercheurs. Donc, le modèle, on a des prédictions jusqu'à l'année 2100. Il y a une prédiction quant à des hivers plus humides et des étés plus secs. Donc, l'adaptation pour la résilience structurelle. Voilà ici quelque chose qui a été fait par d'autres endroits. Nous l'avons examiné. Cela a été examiné au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est quoi la résilience structurelle? C'est de concevoir et construire des structures en utilisant des matériaux et des techniques permettant de réduire les impacts structurels des événements naturels extrêmes. Dans certaines parties du Nouveau-Brunswick, nous avons établi des solutions pour mitiger et nous adapter à des événements naturels extrêmes, pour pouvoir s'adapter à des événements naturels tels les inondations et utiliser bien sûr et dans les stratégies, c'est important dans la construction de nouveaux édifices de surélever les étages les plus bas au-dessus des niveaux d'inondation, de passer à la protection contre les inondations des maisons et des structures essentielles et de construire des structures au-dessus des plaines inondables. Par exemple, il faudrait toutefois changer les règles gouvernementales pour pouvoir avoir des édifices que l'on puisse avoir surlevés. Maintenant, je vais laisser la parole pour qu'on puisse parler de la planification régionale. Thank you. Merci. So I'm going to take it to the regional planning. Je vais parler ici de planification régionale. On n'en a pas beaucoup parlé. Lorsqu'on parle, par exemple, de l'avenir des changements climatiques, particulièrement au Nouveau-Brunswick. Donc, la planification régionale, qu'est-ce que c'est? Nous savons que les changements climatiques vont continuer. Il est très important pour nous de faire cette planification, d'être proactif. Il ne faut pas réagir, mais il faut plutôt agir. Il y a une importance pour nous devons être capables de mitiger et de pouvoir nous adapter. Donc voilà ici des mesures proactives pour pouvoir s'adapter aux changements climatiques. Et celles-ci touchent un peu tout. La santé publique, le transport, l'urgence, le tourisme, l'éducation et tous les aspects de la vie connaissent un impact des changements climatiques. Donc, nous devons être capables de faire une planification pour chacune d'entre elles. Il n'y a pas une seule approche pour tout ce qui se passe. Et ce n'est pas une approche qui peut être mise en place pour toute la province. Elle doit être adaptée à chacune des communautés. Donc, voilà ici un exemple de résilience communautaire. Nous savons qu'est-ce qui va arriver, mais il faut tout de même voir si la communauté est résiliente. Et au fur et à mesure qu'on apprend de l'information, nous devons être capables de s'adapter. Ce n'est pas un plan statique. Et ensuite, que 20 ans plus tard, il soit le même. Nous devons être capables de le revoir et de s'assurer qu'il soit approprié pour qu'il puisse plutôt s'adapter aux tendances. Et nous devons être capables de nous adapter. N'ayez pas honte de vouloir vous adapter. S'adapter est une force. Vous ne savez pas tout. À l'instant où vous prenez des décisions, il y a de l'incertitude. Donc, ces plans doivent changer au fur et à mesure que nous avons de la nouvelle information.
les, that a whole region can be toutes les communautés doivent s'adapter et toutes les régions to changes that climate doivent change. s'adapter aux And changements so, as part of- climatiques. as part of our Et work, notre we travail, have developed a couple, nous avons literature développé, reviews nous avons on écrit regional des planning. So plans current d'action. policy in effect and current, climate change Nous mitigation avons or adaptation des plans plans in effect. qui pourraient être mis en So, effet. there's gonna be a Donc, il y portion in the feedback aura une form, portion that talks about if you would like any additional dans resources or la section des commentaires. on our webinar. So, Si vous avez des if you would commentaires, like si vous voulez access to avoir those accès literature reviews, à more than tous les happy to documents, nous share serons with you. heureux de vous les It talks partager. about basically all of the communities, Toutes les not only communautés, just in non seulement au Nouveau-Brunswick, mais other parts of aussi dans d'autres Canada as parties well. So it de just l'Atlantique du shows Canada. what the current Nous- approach is and Cela maybe montre what quelle est is l'approche forward. que l'on devrait prendre. Donc, So I'm going to, I believe, pass it back maintenant, to je vais laisser la Max. parole à I'm Max. gonna pass it back to Max Merci. now. Okay, perfect. So just some further Donc, adaptations to go over. So climate-friendly les agriculture. pratiques agricoles respectueuses du climat. There's a couple ways we can take this. Il y a plusieurs façons de le voir. We're going to look at it from just a little bit from both a home enthusiast side of things Il y and a- also on a larger scale. Il y a plusieurs façons de le voir. Il y a des façons plus petites et aussi beaucoup plus grandes. Lorsqu'on parle de pratiques agricoles respectueuses du climat, nous devons être capables d'avoir des stratégies qui sont tout de même faciles à faire. Bon, par exemple, pour les pratiques respectueuses du climat, pour tous ceux qui habitent dans des maisons, il y a par exemple l'exemple de la permaculture et d'avoir une productivité. Donc, et pour les opérations et les stratégies, je suis certain que beaucoup de fermiers sont au courant des défis auxquels nous faisons face et quel est l'impact des changements climatiques sur la productivité. Bien sûr, il y a des impacts des inondations annuelles. Nous devons réduire l'érosion et nous devons établir des pratiques de rotation des sols. Nous devons être capables de faire baisser la dégradation des sols parce que l'on utilise des méthodes d'agriculture qui ne se concentrent que sur un seul endroit. Nous devons utiliser des systèmes biodigestifs pour être capables il y a aussi les fertilisants et pour les grandes fermes, comme on en a parlé un peu plus tôt, il doit y avoir des systèmes de soutien et les données peuvent être inscrites dans un ordinateur, particulièrement lorsqu'on parle de rotation des cultures. Et cela est développé grâce aux recherches qui sont faites. Ensuite, enfin, nous devons être capables de protéger et conserver des espaces naturels. Bon, selon la Société de la faune et des parcs, 5% du territoire du Nouveau-Brunswick est protégé. Il y a 272 000 hectares, mais nous devons en faire plus. Nous devons mettre l'emphase sur les terres humides. D'ici, l'objectif est d'ici 2023 de protéger 10% de ces terres. Nous devons mettre l'emphase sur ces espaces tels les terres humides ainsi que les forêts, parce que ceux-ci offrent une séquestration du carbone naturel
et elles peuvent aussi contrôler les inondations, la rétention d'eau. Et c'est un habitat pour les espèces qui sont en danger. Donc, nous devons être capables de protéger au niveau régional et ultimement au fédéral aussi. Nous devons minimiser la déforestation et la dégradation autour des espaces naturels importants. Donc, la protection des espaces naturels n'est pas assez. Nous devons être capables de réduire l'impact de la destruction massive des environnements. Nous devons éviter de créer des îlots où nous avons des îlots naturels autour d'un milieu urbain ou industriel. Donc, lorsque, par exemple, nous parlons de l'écologie, de la dynamique, nous devons être capables d'éviter d'isoler certaines populations et les effets et accroître les impacts qui... ensuite, à la fin, nous devons être capables, nous devons passer par des produits locaux et sains pour la consommation. Faites affaire avec vos fermiers locaux et qui utilisent des techniques qui n'utilisent pas, par exemple, de produits chimiques pour compenser. Voilà ici des stratégies pour être capable d'avoir un mode de vie qui soit plus adapté au changement climatique et atténuer ses effets. Donc, nous allons passer maintenant à la dernière partie de notre présentation. Merci, Max. Donc, dans les 2 derniers webinaires que nous avons eus, nous avons envoyé un questionnaire et il y a un endroit où on peut écrire des commentaires. Vous avez souvent des questions après le webinaire et dans les 2 prochaines diapos, je vais vous présenter des questions qui ont été envoyées après le webinaire. Donc, voici ici des questions qui ont été envoyées après le mois de décembre. Je vais lire la première question. Je suis préoccupé par les algues bleu-vert, les débits d'eau en été et le risque d'incendie de forêt avec des étés plus secs et plus chauds. Oui, c'est vrai, c'est un enjeu. Les étés sont plus secs, sont plus chauds. Voilà des effets qui devraient arriver, mais ils peuvent être mitigés. Il est important pour les communautés de prévoir en conséquence parce que c'est vraiment une inquiétude pour les résidents du Nouveau-Brunswick. J'inviterai John Yoshi et le Dr. John Broken. Peut-être qu'ils voudraient tenter de répondre aux prochaines questions. Nous avons aussi Daniel Hu sur l'appel. Sur la prochaine diapo, il parlait de la façon dont ces webinaires sont une bonne ressource et ils avaient beaucoup de questions. Ce sont des questions qui peuvent être répondues pendant le webinaire ou alors ça pourrait être la base d'un webinaire pour l'avenir. Il a écrit beaucoup de questions ici sur les causes et les faits. Il y a beaucoup d'informations à digérer et celles-ci devraient être mises à nouveau encore une fois lors d'un prochain webinaire. Nous avons une question ici dans la boîte de clavardage. Donc, je crois que j'ai donné les privilèges, j'ai donné l'accès à la caméra à nos invités. Bon, je vais vous lire la question qui est à l'écran. J'aimerais savoir si les recherches futures sont prévues sur l'hydrologie et la gestion des forêts en particulier.
Bon, ce que je vous dirais, c'est que ces recherches sont en cours. Nous n'avons pas encore, nous continuons à saisir des données. Donc, si quelqu'un d'autre a des questions ici, alors n'hésitez pas à l'écrire dans la boîte de clavardage. Donc, voulez-vous que je parle du deuxième point? Quant au... Oui, d'accord. Bon, l'une de mes recherches, un de mes champs d'intérêt, c'est d'examiner la façon dont nous examinons la Terre et comment celle-ci peut avoir un impact sur l'impact climatique local. J'ai travaillé longtemps sur ces questions. Voilà un des champs de recherche qui m'intéresse. Donc oui, tant et si longtemps que je serai à UMB, en tant que professeur, je vais examiner la façon dont l'hydrologie, la météorologie aura un impact, et pas nécessairement sur le paysage. C'est bien sûr un champ d'intérêt, mais aussi tout ce qui est trait aux relations. Merci, Dr. Barca. Je regardais la deuxième question. Y a-t-il une indication que le changement climatique aura un impact sur le débit des cours d'eau avec le risque d'inondation majeure fréquente pour les 30 prochaines années au Nouveau-Brunswick? Oui, alors nous aurons un système beaucoup plus pluvieux et cela accentuera les risques d'inondation, ou alors croyez-vous que les inondations auront lieu au printemps? Pour l'instant, regardons ici un avenir proche. Ce sera toujours la fonte des glaces au printemps. Il y aura il y aura bien sûr des débits d'eau beaucoup plus élevés. Mais en ce qui concerne les changements climatiques sur le long terme, les choses pourraient avoir un air différent à cause que les bassins versants vont devenir vont être garnis non pas par la neige mais par la pluie. Et lorsque nous regardons les précipitations, d'habitude, il y a certaines périodes de l'année où il y a un débit d'eau beaucoup plus élevé. Toutefois, c'est quand même assez uniforme. Et avec un système beaucoup plus pluvieux, cela veut dire que il y a un flot. Le point ici, c'est que avec des systèmes d'eau, il y a un système de distribution partout dans l'année. Et cela se passe pendant la saison accumulée. Et lorsqu'on regarde, par exemple, les bassins plus élevés à Saint John, où il y a près de 2 mètres de neige. Donc, toute cette neige fond en l'espace d'environ 1 ou 2 semaines. Donc, il y a des modèles associés à cela. Donc, le moment où il y a un plus grand débit pourrait changer et les débits plus élevés ne seraient peut-être pas aussi élevés à cause de la distribution des précipitations d'eau au long de l'année, parce que les systèmes seront beaucoup plus pluvieux. D'accord, merci. Je voulais maintenant parler. Il y a une question dans la boîte de clavardage. On parle de changement climatique.
comment pouvons-nous améliorer les résultats des modèles? Corrigez-moi si j'ai tort, Dr. Brown, Dr. G. Je ne crois pas que le but, c'est vraiment d'améliorer les résultats parce que ceux-ci ont été calibrés pour les régions. Toutefois, nous sommes mieux capables de prédire les dynamiques de débit d'eau et de dynamiques d'écoulement parce que les données sont tellement localisées et c'est vraiment beaucoup plus précis que le modèle mondial, n'est-ce pas? Oui. Donc, Daniel, j'espère que cela répond à votre question. Dr. Bork, Dr. Shi, voulez-vous répondre à la question précédente sur la variabilité avec, pardon, avec la concentration 4.5 et 5.5. Non, pardon, c'est de quelle question parlez-vous? Je ne vous comprends pas. La question de Daniel dans la boîte de clavardage sur les données, sur la variabilité des climats avec RCP 4.5 et 5.5. Et 8.5, pardon. Donc RCP 4.5. C'est une augmentation de ce que nous avons actuellement, mais on suppose qu'il y aurait un changement dans le comportement humain. Il y a des scénarios. Le 4.5 parle de certains comportements qui seront influencés par les différentes technologies qui seront en place en 2040. Bien sûr, il y aura des changements de température, mais ils ne seront pas au même niveau que, par exemple, les scénarios plus aigus, comme dans le 8.5. Le 8.5, c'est comme si rien ne changeait actuellement. Si nous ne faisons rien actuellement, si on continue avec le même niveau d'émission, si les tendances se maintiennent dans un avenir proche, alors là, il y aura de la chaleur beaucoup plus élevée et cette chaleur augmentera le nombre de précipitations. Particulièrement, c'est comme M. Linus a expliqué auparavant, l'air est plus chaud, la vapeur d'eau vers l'atmosphère augmentera et il y aura un plus grand transfert de vapeur d'eau de la partie sud du continent et cela amènera une augmentation des précipitations dans la partie sud du Canada et partout au Nouveau-Brunswick. Donc oui, les deux scénarios sont différents et les deux scénarios et l'autre scénario lequel nous observons, c'est un scénario plus faible. C'est le RCP 2.6. Donc, RCP 2.6 diverge des conditions actuelles. Toutefois, celle-ci est beaucoup plus petite que le RCP 4.5 et ou le 8.5. Alors, donc, l'idée avec ces modèles et ce qu'ils montrent, ils nous donnent en général une période de référence qui serait donc par rapport au passé et donc des choses qui sont plutôt standardisées pour pouvoir comparer alors des données historiques alors que nous avançons dans l'avenir. Et donc, en général, si vous considérez la trajectoire en ce qui concerne les températures, vous verrez avec le RCP 4.5 à l'an 2100, eh bien, nous nous attendons à ce que les températures pour le Nouveau-Brunswick soient en moyenne augmentées de 1,4 degrés Celsius. Si nous allons avec le RCP 8.5, qui serait le scénario le pire, eh bien, en l'an
qu'en 2100, nous serions à 4 degrés d'augmentation de température. Et donc, ces scénarios différents nous donne une espèce de paysage de comment les choses pourraient se développer dans l'avenir. Et donc, comme nous en avons dit plus tôt, eh bien, il y a environ 30 différentes variables qui sont estimées, qui sont modelées, on va dire, et ces variables ça passe de la température à la neige sur le sol, la fonte des neiges. Il y a donc énormément de variables qui sont utilisées parce que différents écosystèmes demande à ce qu'il y ait donc des variables qui soient liées au climat, par exemple, comme le disait mon collègue, la disponibilité de la profondeur de la neige sur le sol pendant l'hiver et comment cela pourrait changer alors que nous avançons vers l'avenir. Et donc nous avons examiné ces variables donc d'une façon très creusée pour cette couverture de neige, mais les informations n'étaient pas nécessairement disponibles et donc nous essayons de voir comment ce type d'information qui malheureusement n'était pas disponible et aussi une partie importante des simulations en utilisant donc le modèle RCM4, eh bien, je ne pense pas qu'il y ait énormément d'informations qui soient disponibles sur au-delà des 5 km avec les données que nous avons utilisées qui seraient entre peut-être 30 à 45 km de résolution. Et donc, les détails que nous avons nous permettent de considérer la topographie et voir quel est l'impact de cette topographie et donc comment cette topographie a donc un impact sur le climat régional. Et donc, c'est une considération à prendre en compte lorsque nous voyons des changements de climat, lorsque nous passons du point A au point B dans la province du Nouveau-Brunswick. Donc le Highlands, par exemple, vous aurez par exemple dans les régions un peu plus surélevées en altitude, vous auriez une différence avec les régions qui sont un peu plus au niveau de la mer. Merci beaucoup, Dr. Bourque. Nous avons maintenant dépassé l'heure de 13 heures. Si vous voulez aller dîner, pardon, eh bien, vous pouvez mettre vos commentaires dans la boîte de clavardage, ce qui nous aidera pour l'équipe à venir de pouvoir donc avoir ces informations. Parlez-nous de votre de ce que vous avez vécu, ou comment vous avez aimé donc ce webinaire, la qualité du webinaire. Est-ce que vous avez des informations dont vous n'avez pas entendu parler? Eh bien, mettez vos commentaires. Mais si vous voulez rester avec nous, il nous reste encore un petit peu plus de temps pour envoyer des questions dans la boîte de clavardage. N'hésitez pas, allez-y, nous pourrons y répondre dès maintenant. Alors, passons à la diapo suivante. Juste pendant quelques minutes, nous avons une page Facebook qui est disponible. Si vous allez donc sur Wallerstock Climate, vous pouvez aller sur notre site web aussi qui est disponible pour cliquer dans la boîte de clavardage. Et donc, nous pouvons aussi vous envoyer des rapports qui ont été faits via courriel. Vous pouvez nous envoyer des courriels pour recevoir ce webinaire. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de clavardage dès maintenant pour que nous puissions y répondre, s'il vous plaît. Je peux vous parler de la question 6 en ce qui concerne les classes et les cours qui sont disponibles à l'Université du Nouveau-Brunswick. Et donc, de par mon expérience avec donc un master en biologie et en environnement, nous parlons beaucoup du changement climatique et comment les choses doivent être adaptées, comment nous devons nous adapter au changement climatique. Et donc, j'ai pris une approche de
fondationnel en ce qui concerne les recherches sur les bassins versants. Et alors que les températures augmentent, eh bien cela peut changer comment les petits animaux invertébrés réagissent et comment ils évidemment cela a un impact évidemment et ça fait partie de tous les cours qui sont enseignés, mais je pense que concerne les cours du changement qui sont liés au changement climatique et aux inondations et la forêt, tout ce qui est forêt, hydrologie, etc. Vous voulez peut-être nous aider, Tim? Oui, je voulais juste parler un petit peu plus pour dire qu'il y a des cours qui sont disponibles, qui évoluent de cette recherche qui ont été faites en ce qui concerne donc des cours de gestion des feux de forêt ainsi que de la couverture forestière et de la topographie et comment ces choses peuvent changer les flux des rivières et ce genre de choses. Et je sais que le dernier webinaire, nous avons reçu des questions plus ou moins similaires. Je sais que le docteur Bourque est en train de travailler en ce moment sur un cours à enseigner qui soit vraiment spécifique à cette recherche dans ce domaine quant au changement climatique et comment ces deux mots sont utilisés, surtout en ce qui concerne l'hydrologie. Voyons s'il y a peut-être une autre question dans la boîte de clavardage ou alors il y a question 5. Oui. Est-ce qu'il y a des modèles existants intégrés ou est-ce qu'il y a des modèles hydrologiques qui sont intégrés pour s'occuper de cela, pour parler de cela? Eh bien oui, en ce qui concerne des recherches, il y a des modèles existants qui ont été calibrés d'une façon spécifique pour donc le haut bassin et donc du Vostok et cela peut être modifié suivant les différents bassins versants, les différentes topographies et nous pouvons utiliser le modèle SWAT aussi qui vraiment est plus spécifique à ce bassin versant. Au niveau du système de soutien des décisions va être nouveau, tout à fait unique, bien qu'il soit fondé sur le modèle SWAT en lui-même et avec donc dans le contexte du GIS et pour utiliser donc cette interface GIS, pardon, c'est ce que je cherchais comme mot. Donc nous avons un petit peu de vieux qui est mélangé avec du nouveau, donc beaucoup d'adaptations et puis j'espère des modèles qui sont adaptables à différentes régions qui permettront à ces outils d'être flexibles pour pouvoir être mis en œuvre, que ce soit en amont, en aval et à travers le Canada, différentes régions du Canada aussi, surtout donc ce qui concerne le changement climatique. S'il y a d'autres questions, eh bien, s'il vous plaît, mettez-le dans la boîte de clavardage. Nous allons continuer de parler pendant les 2 minutes à venir. Nous allons arrêter à 13h10, heure fuseau horaire atlantique. Donc, si vous avez des questions, allez-y, mettez-les dans la boîte de clavardage, que nous puissions y répondre dès maintenant, surtout lorsque nous avons des chercheurs qui sont avec nous là pour y répondre directement. Autrement, eh bien, vous pouvez aller sur notre page Facebook et pour poser des questions supplémentaires et peut-être pour consulter les webinaires qui ont déjà été diffusés et peut-être aussi des commentaires qui puissent nous aider pour comprendre et nous aider à savoir ce que nous pourrions faire pour nous améliorer, pour peut-être des points sur lesquels nous pouvons toucher et nous aimerions vraiment entendre vos avis, que ce soit par courriel ou que ce soit via notre page Facebook. Ça fait partie évidemment de ce que nous faisons. Alors, j'ai l'impression que nous n'avons plus de questions. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je vais repasser maintenant la parole à mon collègue. Merci beaucoup, Tim, Max et moi. Nous avons vraiment apprécié à faire ces webinaires techniques. Si vous souhaitez un enregistrement de ce webinaire, si vous voulez un rapport technique, eh bien, veuillez nous trouver sur Facebook, sur notre site web. Remplissez le formulaire de commentaires et voilà. Merci beaucoup. Nous nous sommes vraiment bien amusés. Merci.
Merci à tous. Eh bien, soyez certains de remplir le formulaire de commentaires pour nos chercheurs. Et donc, la prochaine réunion d'équipe que nous aurons, alors que nous passons à un nouveau semestre de l'Université du Nouveau-Brunswick, nous nous sommes bien amusés avec ce cours. Et c'est vraiment une extension de ce que nous faisons. Et nous aimerions remercier l'équipe de chercheurs. Michel, Kim Reader et les autres pour nous avoir guidés et pour avoir été des mentors pour nous depuis les 6 derniers mois. Donc, merci à tous et passez une bonne journée, passez une bonne fin de semaine. Merci à tous. Merci beaucoup.